avez parlé des brassages de toutes ces armées rebelles, mais depuis qu'on les a mis ensemble, beaucoup de nos forces armées, beaucoup de nos hommes et de femmes en uniforme n'ont pas eu accès à une formation adéquate. Ils n'ont pas été équipés comme il le faut, mais surtout, le plus important, ils n'ont pas bénéficié de rémunérations qui pouvaient leur permettre de pouvoir défendre la République, et sachant bien sûr qu'avec leurs rémunérations, ils peuvent supporter correctement leur famille. Je voudrais demander encore une fois de plus qu'on améliore les conditions des militaires, des policiers, des agents de sécurité, parce que la sécurité de notre pays, c'est l'élément principal, le préalable principal au développement économique et social pour en profiter à tout le monde. Okay. Maintenant, vous avez parlé du code minier. Le code minier, d'ailleurs, je me demande pourquoi les Congolais considèrent, ou bien les gens considèrent que le code que nous a laissé est le meilleur qu'on pouvait avoir. Je voudrais vous dire je n'ai pas dit que c'était le meilleur. Mais moi, je voudrais donner au peuple congolais le meilleur code possible. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que dans d'autres pays, non pas simplement en Afrique, mais à travers le monde, il y a des codes miniers qui sont beaucoup plus attractifs pour les peuples de ces pays-là. Par exemple, le Nigeria. Aucune entreprise étrangère ne peut faire des affaires là-bas si elle n'a pas cédé aux nationaux, soit à l'État, soit au privé, au moins 49% des actions dans cette compagnie-là. Ce n'est pas l'exigence que nous avons ici. Donc notre code a un chemin à parcourir avant qu'il ne soit totalement en faveur de notre peuple congolais. Mais le peu qu'on a fait, je salue donc ces efforts-là, mais il reste beaucoup à faire et ce que nous avons n'est pas du tout parfait. S'il y avait troubles post-électoraux importants, ici, je crois que nous aurions eu chacun ici 10 gardes du corps, etc. Mais aujourd'hui, mais en plus, la liberté d'expression. La liberté d'expression existe. La liberté d'expression existe. Voilà, merci. Je dis, la liberté d'expression existe, mais celui qui assure la liberté d'expression doit veiller à ce que la liberté d'expression ne gêne pas la liberté d'expression des autres. M. Tchani n'était peut-être pas ici. Donc il ne maîtrise pas la situation. Il n'était peut-être pas ici. Il y a des années, je crois que c'était dans les 2003-2004. Bien, à partir de 17h, personne ne pouvait traverser le boulevard pour aller du côté du fleuve et inversement. Parce que cette partie du pays, de la ville, était occupée par les troupes de Bamba qui ne répondaient pas, n'est-ce pas, au commandement des forces armées nationales. De ce côté-ci, les forces armées nationales devaient protéger les citoyens, etc. Donc, lorsqu'on mesure, et que d'ailleurs, durant ces périodes, quand on passait une nuit sans coup de feu, on en parlait, parce que c'était extraordinaire. On tirait des coups de feu à bout de champ, à tout bout de champ. Et maintenant, quand il y a un coup de feu la nuit, on en parle. On en parle. Donc, le jugement de M. Tchani est excessif et, à mon sens, ne reflète pas la réalité. Monsieur l'ambassadeur, vous avez soutenu Joseph Kabila pendant le moment, 18 ans après. Peut-on nous parler qu'il a un bilan positif ou négatif? Mais absolument, c'est même la question la plus facile, à laquelle je ne m'attendais pas. N'est-ce pas, après 18 ans. D'abord sur le plan de l'administration du territoire. Il a réunifié tout le territoire sous l'autorité de Kinshasa. Parce que, souvenez-vous, il y avait des Roitelets, RCD, MLC, Carmel, etc. Il a réussi à réunifier. Concomitamment, il a réussi à réunifier les zones monétaires. Il y avait des zones Zaïre, des zones dollars, etc. Il a réussi à donner, à constituer une zone monétaire. Voilà. Sur le plan de la défense, il a réunifié l'armée, des plusieurs groupes armés. Il en a fait une armée aujourd'hui nationale et qui est cotée la 10e de l'Afrique. Donc c'est un élément important. Et cette armée, dont la montée en puissance est évidente, a réduit les activités des groupes armés, les guerres menées par les groupes armés en conflits de basse intensité.
malheureusement asymétrique, ce qui fait que c'est plus le côté spectaculaire des actions qui est regardé plutôt que l'efficacité de notre armée. Bon, sur le plan démocratique, il a organisé 3 élections en 18 ans. Il a assuré une alternance, il a contribué à l'alternance pacifique du pouvoir et il a redonné confiance en l'homme congolais, en la capacité de ses leaders et même de lui-même de gouverner ce pays et de résoudre tous les problèmes sans pression extérieure inconsidérée. Et la preuve, c'est par exemple la discussion sur la matérialisation de l'alliance KHFCC. C'est fait entre nous, en toute responsabilité, dans un esprit de patriotisme et de nationalisme. Tandis que en 2003, eh bien, c'était Sun City, c'était la communauté internationale qui nous menait comme des jeunes gens, etc. Bon, sur le plan de la fonction publique, la situation des enseignants, la situation des médecins, la situation des agents de l'État d'une façon générale a connu une certaine progression positive. Au point qu'aujourd'hui, on peut dire que le bilan du président Kabila est globalement positif au point d'avoir laissé à son successeur un pays d'une parfaite gouvernabilité. C'est-à-dire, le président Tshisekedi aujourd'hui a tous les instruments pour affronter tous les enjeux, résoudre tous les défis. Merci. L'ambassadeur André Alé, qui je rappelle que vous êtes membre du FCC. Vous êtes avec votre autorité morale, Joseph Kabila, Kabangé, l'ancien président. Noël Tcheni Modjanvita, je rappelle que vous étiez l'ancien candidat président de la République, au même titre avec Chadari et le nouveau président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. La même question, vous aurez le même minute, 5 minutes. Est-ce que le bilan de Joseph Kabila est positif ou négatif 18 ans après? 18 ans à la tête de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila, à qui je rends un grand hommage, a un bilan globalement négatif. Et je vais pouvoir parcourir les points soulevés par l'ambassadeur tout à l'heure. Sur le plan sécuritaire, de Joseph Kabila, quand même négative, mais devant tout ce que l'ambassadeur vient de dire ici, il a démontré que Kabila a fait des choses énormes. Vous aurez le même temps de minutes et vous lui, bilan négatif. Je dirais que le bilan est globalement négatif. Je peux dire qu'après 18 ans passés à la tête de notre pays, M. Kabila nous a laissé un pays qui est aujourd'hui l'un des plus pauvres de la planète. Comme vous le savez, quand on place tous les pays du monde en utilisant comme critère le PIB par habitant, c'est-à-dire le produit intérieur brut par habitant, la RDC est classée 224e sur 226 pays. Le seul pays qui est derrière nous, c'est la République centrafricaine. Avec toutes les ressources naturelles que nous avons, être classé de cette façon, c'est un échec patent. Au-delà de cela, je dirais que sur le plan sécuritaire, les Congolais n'ont jamais vécu une situation comme celle que nous avons connue pendant les 18 dernières années. Nous avons connu les 90 fosses communes dans l'espace kassaïen, les fosses communes de Maluku, les charniers humains à l'est de la République. Les Congolais sont tués tous les jours. Nous avons connu les cas de Rose Sitimanga, de Rose
Thérèse Kapangala, tant d'autres compatriotes qu'on tue tous les jours. Il n'y a pas eu protection de ces compatriotes par l'État et surtout l'armée dont ils parlent. L'armée et la police n'ont pas fait leur travail. Je salue la bravoure donc des éléments à l'uniforme qui, malgré les conditions difficiles, ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais ils n'ont pas assuré la protection de l'homme congolais et de la femme congolaise. Sur le plan économique, l'ambassadeur mentionne la monnaie congolaise, unification de la monnaie. Je voudrais informer l'ambassadeur... Les zones monétaires. Voilà, les zones monétaires. Je voudrais informer l'ambassadeur qu'aujourd'hui, quand nous parlons, le billet de 5 000 francs congolais n'est pas acceptable, n'est pas consommable à Kinshasa. Nous sommes retournés à la situation des zones monétaires. Certaines parties de la République qui utilisent certains billets et d'autres parties qui refusent d'utiliser d'autres billets. Mais au-delà de cela, la monnaie à laquelle moi j'ai contribué de pouvoir mettre en place le franc congolais n'a aucune valeur aujourd'hui. Le pouvoir d'achat des Congolais n'a pas été préservé. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? La dollarisation, c'est-à-dire l'usage de devises étrangères sur le sol congolais, malgré l'interdiction par la Constitution, l'article 170 de la Constitution qui dit que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Tout le monde viole cela. Donc aujourd'hui, le franc congolais est devenu une monnaie marginale dans son propre pays. Elle représente à peine 5% de la masse monétaire. C'est-à-dire que nous avons échoué sur le plan de la souveraineté monétaire malgré ce que dit notre Constitution. Au-delà de cela, je voudrais aussi mentionner la situation sociale. Elle est catastrophique. Elle est catastrophique comment? 85% de la population active congolaise, elle est au chômage. Quand vous allez en ville, vous voyez les Congolais déambuler pendant toute la journée. Ce n'est pas parce qu'ils veulent déambuler, c'est parce qu'il n'y a pas de travail à faire. Malgré l'abondance des ressources naturelles, on pouvait avoir une économie vibrante. Mais l'économie que nous avons aujourd'hui, c'est une économie purement et simplement dans les mains des étrangers, au service des étrangers. Pour vous en convaincre, les banques que nous avons 20 banques commerciales. Toutes les banques sont étrangères. Il n'y a aucune banque congolaise. Où se trouve l'entrepreneuriat congolais? Qu'est-ce que le président Kabila a réalisé pendant les 18 dernières années? Sur le plan infrastructurel, je peux dire que les 26 provinces de la République démocratique du Congo ne sont pas connectées entre elles-mêmes. Nous n'avons pas réussi à construire des routes, des autoroutes, des chemins de fer pour relier les 26 provinces du pays. Donc globalement, la situation elle est catastrophique et le bilan a été globalement négatif. Sur le plan politique maintenant, vous dites qu'il a organisé donc 3 élections. C'est vrai, il a organisé donc 3 élections. Mais à quel prix? Les dernières élections ici ne pouvaient pas avoir lieu sans qu'il y ait diffusion de sang, effusion de sang. Pourquoi? Parce qu'il refusait d'aller aux élections. On a tenté de changer la loi électorale, de changer la constitution. Et il y a eu nos compatriotes qui se sont sacrifiés. On a tué comme des cobayes donc sur la rue pour que nous puissions avoir ces élections. Et s'il n'y avait pas de pression internationale, on n'aurait pas eu les élections que nous avons. Et même ces élections que nous avons, elles ont été très imparfaites. Vous-même, par exemple, vous avez décidé de vous retirer donc de la course pour être sénateur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tentative de corruption. On a demandé que vous puissiez donc leur donner de l'argent afin de devenir sénateur. Donc notre Sénat est rempli de gens qui sont arrivés là-bas grâce à ce système de corruption, tout comme les gouverneurs des provinces. Par conséquent, notre système électoral a été très imparfait et ce n'est pas un crédit que le président devait prendre. Nous devrions avoir honte de ce système. Merci, merci président Noël Luciani. L'ambassadeur André Aléa Tundu, devant cette démonstration avec les chiffres, apparemment, vous, l'ancien pouvoir, vous n'avez pas des choses à démontrer. Je vous relance avec une question. Le projet 5 chantiers, la révolution de la modernité, où en sommes-nous avec ça? Parce qu'apparemment, ce n'est pas visible. Je vous remercie. Je voudrais réagir globalement à l'exposé de M. Tiani, qui est plutôt une série de slogans. Parce que l'évaluation d'une situation doit tenir compte de l'origine, de l'évolution actuelle. M. Tiani n'était peut-être pas ici. Donc, il ne maîtrise pas la situation. Non, n'était peut-être pas ici. Il y a des années, je crois que c'était dans les 2003-2004. Bien, à partir de 17h, personne ne pouvait traverser le boulevard pour aller du côté du fleuve et inversement. Parce que cette partie du pays, de la ville, était occupée par les troupes de Bemba, qui ne répondaient pas, n'est-ce pas, au commandement
des forces armées nationales. De ce côté-ci, les forces armées nationales devaient protéger les citoyens, etc. Donc, lorsqu'on mesure, et que d'ailleurs, durant ces périodes, quand on passait une nuit sans coup de feu, on en parlait, parce que c'était extraordinaire. On tirait des coups de feu à bout de champ, à tout bout de champ. Et maintenant, quand il y a un coup de feu la nuit, on en parle. On en parle. Donc, le jugement de M. Tchiani est excessif et, à mon sens, ne reflète pas la réalité sur le terrain. Est animé d'une mauvaise volonté? Sur le plan économique. Non, sur le plan économique. Mais pourquoi ne mentionne-t-il pas le 1,5 milliard de chiffres de réserves d'échange que le président Kabila a laissé? Ça aussi, c'est négatif. La stabilité de la parité franc-congolais, dollar, c'est aussi un échec. Mais ce sont des réalités. Il est vrai que la situation des fonctionnaires, des militaires, des enseignants doit être améliorée. Mais depuis que Kabila a pris le pouvoir, cette situation n'a pas connu une évolution positive. Est-ce que la rémunération d'un enseignant aujourd'hui est ce qu'elle était il y a 18 ans? Non, ni d'un médecin d'ailleurs. Mais dans l'assiette, ça ne se sent pas apparemment. Comment ça ne se sent pas? Parce que la vie ne change pas, les gens pleurent, il y a des taxes, il y a des choses que ces salaires n'arrivent pas à répondre même aux besoins. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est dans les bilans de Joseph Kabila. Non, les bilans, c'est ce que je vous montre. Okay. N'est-ce pas? Je vous dis, voilà ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Il est évident qu'il pouvait faire plus si la Constitution l'avait autorisé à continuer. Et là, je ne partage pas tout à fait l'appréciation de M. Tchiani lorsqu'il dit que c'est la pression internationale. Non. Le président Trump vient de dire, à propos d'un pays qui voulait changer la Constitution, il n'appartient pas aux États-Unis de nous imposer le nombre de mandats, le type d'élection, etc. Donc, le président Kabila, j'ai été le porte-parole de la majorité pendant 3 ans et durant cette période exaltante, eh bien, m'a toujours dit, je vais respecter la Constitution et je me suis fait le devoir de le répercuter, aussi bien ici qu'à l'étranger. Mais, par calcul politicien ou par mauvaise foi, les gens ne voulaient pas croire. Et lorsqu'il a dit qu'il y aura passation pacifique de pouvoir, je me souviens, le président, c'était le ministre Mendé, le porte-parole du gouvernement, qui avait parlé d'abord de passation civilisée de pouvoir. Personne ne croyait. Mais maintenant que ces choses sont arrivées, ils doivent quand même apprécier. Parmi le bilan social laissé par le président Kabila, il y a l'absence d'une guerre post-électorale. Vous êtes un homme des sciences, vous savez ce que c'est. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas le manque à gagner. Beaucoup de gens ne perçoivent pas ça. Mais ça, c'est le manque de morts qui aurait pu survenir. C'est le manque de morts. S'il y avait troubles post-électoraux importants, ici, je crois que nous aurions eu chacun ici 10 gardes du corps, etc. Mais aujourd'hui, mais en plus, la liberté d'expression. La liberté d'expression existe. La liberté d'expression existe. Voilà, merci. Je dis, la liberté d'expression existe, mais celui qui assure la liberté d'expression doit veiller à ce que la liberté d'expression ne gêne pas la liberté d'expression des autres. Merci, monsieur André Aléa Toundou, l'ambassadeur. Monsieur Noël Tchiani, apparemment, vous qui étiez dans l'opposition, c'est comme si vous êtes animé de mauvaise volonté. Devant tout ce que l'ambassadeur vient de dire, Kabila fait quand même des choses. 5 chantiers, la révolution de la modernité, il a donné les exemples ici. Personne ne pouvait aller en ville parce qu'il y avait Bemba de l'autre côté, il y avait Joseph. Mais non, il y a un calme.
Je voudrais regarder deux ou trois choses. D'abord, en ce qui concerne la liberté d'expression, elle est de plus en plus effective aujourd'hui. Mais elle est effective depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est au pouvoir, pas pendant que Joseph Kabila est au pouvoir. Donc ça, il faudrait qu'on puisse clarifier les choses. Maintenant, en ce qui concerne la situation économique, vous avez dit qu'il y a stabilité du cadre macroéconomique. Stabilité, non, qu'il y a stabilité de la monnaie. De la parité de change. De la parité de change. J'arrive, je voudrais aussi vous dire que je fais partie des gens qui avaient conçu le franc congolais. Quand on a lancé le franc congolais en juin 1998, un franc congolais était l'équivalent de 0,72 cents d'un dollar. C'est-à-dire, en d'autres termes, un dollar achetait 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, un dollar achète 1650 francs congolais. Divisez 1650 à 1,3, vous obtenez un taux de dépréciation monétaire sur la période depuis 1998 de 120 000%, s'il vous plaît. La monnaie a perdu toute sa valeur et ne vaut rien aujourd'hui. Et c'est pour ça que les Congolais se sont réfugiés derrière l'usage de monnaies étrangères. C'est ce qu'on appelle la dollarisation. C'est la première chose. Maintenant, ce qui concerne les réserves d'échange, je veux que les Congolais comprennent une chose, que les réserves d'échange sont le reflet de ce que l'économie est en train de générer. Alors, qu'est-ce que nous avons, nous, comme économie? Nous avons des potentialités économiques énormes. 1100 minéraux et métaux précieux différents, d'une valeur estimée à 38 000 milliards de dollars. Malgré cette situation-là, qu'est-ce que nous avons? On trouve 1 milliard de dollars de réserves d'échange, à comparer par exemple avec le Nigeria, 45 milliards de réserves d'échange. Pourquoi nos réserves d'échange sont très petites? Pourquoi? Parce que toutes les recettes qui devaient aller dans les caisses de l'État sont détournées d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Vous savez qu'il y a eu le président Thabo Mbeki qui avait conduit une mission du panel des experts africains d'ici en 2013. Qu'est-ce qu'il avait conclu à la fin de la mission? Que 85% des revenus des ressources naturelles ne vont pas dans les budgets nationaux, ça va dans des poches des privés, détournés à travers la corruption, la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics. Conséquence, la Banque centrale ne pouvait pas avoir des réserves d'échange parce que tout est détourné par ces mécanismes-là. Alors, maintenant, je voudrais aussi que vous sachiez une chose. Le budget national de notre pays est aujourd'hui le plus bas d'Afrique. 5 milliards de dollars à comparer par exemple avec le Nigeria, 581 milliards de dollars. Pourquoi notre budget est petit? Parce que toutes les recettes publiques sont détournées à travers des mécanismes différents. Dans des poches des privés, on les place à Panama, en Suisse, dans les Vierges britanniques. Nous avons un problème qu'il faut reconnaître. Si nous voulons aller de l'avant, on doit faire cette évaluation de la situation actuelle qui vient des 18 derniers mois avec objectivité. Et je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec ce fait que je viens de vous donner. Merci. Monsieur l'ambassadeur, vous allez répliquer, mais je pose une question, comme ça vous répliquez directement. Vous avez parlé que les bilans de Joseph Kabila étaient vraiment positifs, mais globalement, mais sur les plans de la justice, à son temps, il avait parlé de tolérance zéro. Est-ce que vous avez même un cas de corruption, des gens qui ont détourné l'argent à votre temps, que vous avez peut-être mis dans la prison? C'est à croire que durant 18 ans, il n'y a eu aucun acte de justice qui a été posé. La corruption, ces cas apparemment n'existaient pas. La corruption. Le procès Luzolo Bambi avait parlé de ça. Il n'y a pas un dossier sur la corruption. Non. D'abord, il faut noter que c'est le président Kabila qui a nommé un conseiller spécial chargé de la corruption. Qui a constaté les bavures. Mais c'est son travail. Un conseiller spécial, c'est son travail de constater pour que la justice puisse continuer à faire le sien. Il y a une différence entre une présomption et une prétention et les faits, le jugement du tribunal qui consacre une situation. Mais pourquoi parle-t-on d'erreur judiciaire? C'est parce que parfois, la pression inconsidérée de l'opinion publique empêche aux juges de travailler dans la sérénité, parce que la pression voudrait que M. Tchani soit condamné. S'il ne l'est pas, ben, ce n'est pas la justice. Non. Ici, chez nous, voici les principes de notre justice. C'est les textes, c'est les faits et la conviction intime du juge. Donc, c'est la conviction intime du juge.
qui, en toute liberté, en toute indépendance, se dit, c'est vrai, M. Atondo a fait ça, mais je pense... Est-ce que ce n'est pas une conviction par l'impulsion? Parce qu'on a dit... Ce sont les principes du droit, les principes... Le principe de notre tribunal, c'est qu'en dernière analyse, c'est la conviction du juge qui dit, pour moi, je pense que... Si on prend l'exemple des matchs aujourd'hui, eh bien, même si on fait recours aux vidéos aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est finalement le juge, l'arbitre qui dit non, pour moi, malgré la vidéo, ce n'est pas ça. On a connu ça en Égypte. Donc, ce que moi, je voudrais déplorer, c'est le discours misérabiliste, négationniste de M. Tchiani. La question que vous m'avez, le fait que je relevais, c'est que le président Kabila a laissé 1,5 milliard. La question n'était pas de nous comparer par rapport à Tartampion et ça. Mais il semble nier ce fait. Non. C'est un fait que le président Kabila, quand il est parti, il l'a laissé. Il l'a laissé. Aujourd'hui, notre armée est la 10e d'Afrique. Mais ce n'est pas nous qui l'avons dit. N'est-ce pas? Ce sont des instituts spécialisés qui ont dit, tiens, depuis, ils ont monté, etc. Ils sont la 10e armée. Ce sont des faits. Mais la liberté d'expression, elle est réelle. Aujourd'hui, parce que le président Noël a parlé avec Félix, mais pas avec Kabila. Le président Noël, le candidat, M. Tchiani, il sait très bien sous quel colibé on a traité le président Kabila ici, sans qu'une conséquence fâcheuse s'en suive. Sinon, tous les politiciens seraient là-dedans. N'est-ce pas? Donc la liberté d'expression existe, puisqu'il aime tant les comparaisons. A-t-il regardé autour de nous? C'est que cette expression contient de fallacieux dans l'expression. Non. Nous ne sommes pas au ciel, c'est de toute évidence. Mais nous ne sommes pas à l'enfer non plus. Nous sommes sur la terre des hommes. Et je pense qu'en tant qu'ancien candidat président de la République, vous avez la responsabilité morale de soutenir l'action de ceux qui ont été choisis par le peuple de mener sa vie pendant 5 ans. Plutôt que, voilà, vous voyez les statistiques. Mais tout ce que vous dites là, ce n'est que pour Kinshasa. Avez-vous été à l'intérieur du pays? Oui. Par exemple, à Mondongo, par exemple, à Bolongo, et là, ce sont les dollars qui vont. Non, ce n'est pas vrai. Dans les grands centres, j'en conviens. Mais l'utilisation du dollar, c'est dur quoi. C'est dans les transactions officielles qu'il est interdit de parler de dollar. Mais dans la liberté, même en France, il y a des maisons d'échange, etc. Mais je crois que, bon, de toutes les façons, notre bonheur ne dépendra pas de la comparaison. Merci, monsieur l'ambassadeur. À notre volonté, n'est-ce pas, de vouloir relever ensemble ce défi. Mais le monseigneur son temps, il avait parlé, nous vivons dans un pays où nous sommes dans une prison à ciel ouvert, c'est avec Kabila. Voilà, le président Noël Tchiani, sur le plan éducatif, quand même, la Constitution avait prévu la gratuité de l'enseignement, mais à l'époque de Kabila, est-ce que, voyez-vous, que cela s'était mis en pratique? Je vais parler de l'éducation tout à l'heure, mais je voudrais juste recadrer 2 choses. En ce qui concerne les réserves d'échange, elles sont de 1,1 milliard de dollars aujourd'hui. C'est un fait, je ne le nie pas, c'est un chiffre. Je considère simplement que, avec l'abondance des ressources naturelles que nous avons, nous pouvions avoir beaucoup plus de réserves d'échange, 50 fois plus que ce que nous avons aujourd'hui, si les fonds n'étaient pas détournés à travers des mécanismes différents, corruption, prédation des ressources naturelles, détournement des fonds publics. Donc, s'il y avait mauvaise gouvernance, le Congo aurait plus de réserves d'échange, aurait un budget beaucoup plus grand. Pardon, s'il y avait mauvaise gouvernance. S'il n'y avait pas mauvaise gouvernance, j'ai dit bien, merci de me corriger. S'il n'y avait pas mauvaise gouvernance,
on aurait beaucoup plus de réserves d'échange, on aurait un budget beaucoup plus costaud pour nous permettre de financer les différents projets de développement, y inclut la gratuité de l'enseignement par exemple. Le président Kabila n'a pas assuré la gratuité de l'enseignement. Et d'ailleurs, sous son régime, je peux vous dire que l'éducation a été totalement abandonnée. L'éducation et la santé. Je voudrais vous donner quelques indicateurs. Si vous allez juste à côté du palais de la Nation, derrière l'hôtel Pullman, vous voyez un hôpital public qui s'appelle Clinique Quinoise. Clinique Quinoise, maintenant. Cet hôpital, entrez dedans, vous allez voir comment les conditions sont complètement délabrées. Allez à côté, Clinique Ngaliema. Même chose. Et là, nous sommes à Kinshasa, à quelques minutes du palais de la Nation. Mais maintenant, déplacez-vous pour aller à Nganajika. L'hôpital général de Nganajika, totalement abandonné. À l'Équateur, sur l'ensemble du territoire national, c'est la même chose. Il n'a pas assuré la gratuité de l'enseignement. Il n'a même pas maintenu les infrastructures scolaires et universitaires en condition pour être compétitives. Je voudrais vous donner le classement des universités africaines. Parmi les 200 grandes universités africaines, il n'y a aucune université congolaise. C'est une honte pour nous. Des petits pays autour de nous ont des universités qui sont considérées meilleures que les nôtres. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que l'enfant congolais qui sort des universités n'est pas comparable à d'autres enfants africains qui sortent donc de leurs universités qui sont meilleures que les nôtres. Le président Kabila pouvait faire mieux que ça. Et je demanderai au président Félix Antoine Tshisekedi de mettre l'éducation et la santé sur la liste des priorités parce que aucun pays du monde ne peut se développer avec des ressources humaines qui ne sont pas à la hauteur. Merci. Monsieur André Aléatunde, avant qu'on passe sur notre deuxième sujet, l'avenir de la République démocratique du Congo avec la coalition FCC, Cash, on en parle, mais répondez à cette question avant qu'on arrive à ces sujets. Projet 1000 écoles de Matata Pogno, c'était sous votre régime, où en sommes-nous avec ça? Je crois que ça a été réalisé à un certain taux, je ne connais plus lequel, hein, mais ça a été réalisé. Mais je voudrais dire ceci, et à mes petits amis, et aux gens qui nous écoutent, le plus important dans la gouvernance d'un pays, c'est l'engagement et la volonté. Les droits de l'homme ont été proclamés en 1948. Mais jusqu'à ce jour, on continue à se battre pour le droit de l'homme, notamment le droit de la femme. C'est un homme aussi. Donc, l'essentiel, c'est que la communauté internationale n'a jamais renoncé. Et chaque fois qu'elle trébuchait, elle se relevait et continuait. Eh bien, ça, c'est la marque des mandats du président Kabila. On tombe, on se relève, on continue. C'est ainsi que, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Kinshasa d'aujourd'hui, c'est Kinshasa d'hier. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la circulation entre Kinshasa, le Katanga, l'Équateur, le Kivu, c'est comme hier. Peut-être qu'il ne le sait pas. Hier, pour quitter le Kivu et venir ici à Kinshasa, il fallait passer par le Kenya, par la Centrafrique et revenir. Parce qu'il y avait ce problème de sécurité. Par ailleurs, par souci d'équité, M. Tchani, il ne faut pas obnubiler l'importance de la sécurité. Les efforts qui ont été faits, les sacrifices consentis par notre armée pour qu'aujourd'hui, on se sente globalement en sécurité. Les morts, oui, j'ai dit que c'était une guerre asymétrique, malheureusement. Mais si les États-Unis, on ne tenait compte que de fusillades, c'est un pays à ne pas fréquenter. Parce que n'importe quel citoyen peut tirer à vue. Mais ici, chez nous, au moins, on sait que si vous promenez à Kinshasa, à Mbashi, à Ngadajika, vous n'allez pas vous retrouver devant un socialement déséquilibré qui pense trouver son salut dans la mort en série de ses congénères. Je le répète, nous devons au contraire, en cette période, nous réunir. Laisser la période électorale avec ses défauts, avec ses imperfections,
Parce que le plus important, c'est comment nous allons construire l'avenir ensemble. L'avenir sur l'aspect des élections, l'avenir sur l'aspect de l'armée, l'avenir sur l'aspect. Il y a beaucoup d'aspects. Par exemple, aujourd'hui, vous citez le code minier. Mais c'est une clé importante que le président a donnée au peuple congolais pour jouir de ses biens. Pourquoi c'est mal à la fin de son mandat? Avant, il pouvait le faire. Si ici, on n'en connaît pas l'importance, les autres Africains nous envient d'avoir eu le président. Pourquoi il a fait ça à la fin de son mandat? Du moment qu'il a fait 18 ans, il pouvait le faire avant. Mais oui, parce que son mandat, il était obligé de consommer son mandat jusqu'à la fin. Merci. Il y a un chrono. Voilà, les deuxièmes sujets, déjà là, vous allez répondre. Vous allez répondre sur ça. Répondez à ma question. Vous aurez vos minutes. Vous pouvez partager cela. La coalition FCC Cash. Est-ce que cette coalition, c'est pour sauver la nation ou pensez-vous que c'est une coalition contre nature? Très belle question, mais je voudrais quand même donc parler de l'armée parce que je ne voudrais pas laisser l'impression que... Vous avez 5 minutes, gérez votre minute. Je voudrais saluer les hommes et les femmes en uniforme pour le travail extraordinaire qu'ils font pour protéger nos frontières, mais également pour sécuriser les Congolais, malgré les conditions difficiles. Des conditions difficiles parce que vous avez parlé des brassages de toutes ces armées rebelles, mais depuis qu'on les a mis ensemble, beaucoup de nos forces armées, beaucoup de nos hommes et de femmes en uniforme n'ont pas eu accès à une formation adéquate. Ils n'ont pas été équipés comme il le faut, mais surtout, le plus important, ils n'ont pas bénéficié des rémunérations qui pouvaient leur permettre de pouvoir défendre la République et sachant bien sûr qu'avec leurs rémunérations, ils peuvent supporter correctement donc leur famille. Je voudrais demander encore une fois de plus qu'on améliore les conditions des militaires, des policiers, des agents de sécurité, parce que la sécurité de notre pays, c'est l'élément principal, le préalable principal au développement économique et social pour en profiter à tout le monde. Okay. Maintenant, vous avez parlé du code minier. Le code minier, d'ailleurs, je me demande pourquoi les Congolais considèrent, ou bien les gens considèrent que le code que nous a laissé est le meilleur qu'on pouvait avoir. Je voudrais vous dire je n'ai pas dit que c'était le meilleur. Mais moi, je voudrais donner au peuple congolais le meilleur code possible. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que dans d'autres pays, non pas simplement en Afrique, mais à travers le monde, il y a des codes miniers qui sont beaucoup plus attractifs pour les peuples de ces pays-là. Par exemple, le Nigeria. Aucune entreprise étrangère ne peut faire des affaires là-bas si elle n'a pas cédé aux nationaux, soit à l'État, soit au privé, au moins 49% des actions dans cette compagnie-là. Ce n'est pas l'exigence que nous avons ici. Donc notre code a un chemin à parcourir avant qu'il ne soit totalement en faveur donc, du peuple congolais. Mais le peu qu'on a fait, je salue donc ces efforts-là, mais il reste beaucoup à faire et ce que nous avons n'est pas du tout parfait. Maintenant, en ce qui concerne l'avenir de FCC Cash, c'est une coalition. L'avenir de la RDC avec cette coalition, FCC Cash, est-ce que c'est une coalition contre nature ou comment? D'abord, je voudrais demander à monsieur l'ambassadeur, parce que lui, il est beaucoup plus proche de ces choses-là que je l'ai été, qu'il nous dise en quoi consiste le deal entre le FCC et le Cash, parce que moi, je ne connais pas les détails. Mais d'après ce que je vois aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a une répartition des ministères. Okay. 65 ministres. Avec 5 milliards. Je considère déjà que 65 ministres, c'est un gouvernement éléphantesque, budgétivore, et c'est un gouvernement qui risque d'être très inefficace parce que je ne vois pas comment, monsieur le Premier ministre, à qui je souhaite bonne chance, comment il pourrait suivre au jour le jour les activités de chacun de ces 25 ministres. D'autres pays, par exemple les États-Unis d'Amérique, qui sont beaucoup plus grands que nous, au point de vue de la superficie, mais également au point de vue de la population, fonctionnent avec 16 ministres. La France fonctionne avec 19 ministres. L'Allemagne, à peu près 15 ministres. Le Nigeria, 36 ministres. Et nous, nous avons 65 ministres. Mais les Ghana, il y a un problème. Un exemple, je vous relance, mais les Ghana, il va y avoir 100 et quelques ministres. Je ne suis pas sûr, mais je ne voudrais pas L'Ouganda, ce sont des références que vous donnez. L'ambassadeur, vous aurez votre temps de parole. Il doit être correct pour dire, voilà, là c'est autant, mais qu'on ait 65 ministres, nous sommes en deçà de ce que le Ghana a et en deçà de ce que le Ghana a. Voilà qui va... Il va récupérer ses minutes lorsque vous allez parler. Voilà, c'est lui qui parlait. Évoluez. Mais je constate que dans la répartition de ces ministères, il y a quelque chose de très mystérieux. Les ministères régaliens devaient revenir de droit au chef de l'État pour lui permettre d'avoir les leviers du pouvoir de gérer le pays dans l'intérêt du peuple congolais. Mais qu'est-ce que je constate? Le FCC a pris tous les ministères clés, c'est-à-dire l'argent
le ministère des Finances, le portefeuille et les mines. La force, ils ont pris le ministère de la Défense. Et pour lutter contre la corruption, la mauvaise gouvernance et consorts, ils ont même pris le ministère donc, de la Justice. Or, le président de la République doit pouvoir délivrer au peuple congolais un système de gouvernance différent de celui que nous avons hérité jusqu'à présent. Donc, moi, j'aurais souhaité sincèrement qu'on puisse revoir cette répartition-là. Parce que si on est partenaire, FCC et Cash, il serait tout à fait indiqué qu'on puisse donner au président de la République les leviers du pouvoir pour qu'il puisse transformer le pays, couper avec la mauvaise gouvernance. Vous reconnaissez que jusqu'à présent, on a eu un système qui n'a pas été considéré comme étant la bonne gouvernance. Couper avec cette mauvaise gouvernance et donner le changement au peuple congolais souhaité par tout le monde. Malheureusement, ces ministères régaliens ont été pris par le FCC au dépourvu donc du président David. Merci, président Noël Tchani. Monsieur l'ambassadeur André Aléatoun, je rappelle que vous êtes du FCC. Monsieur l'ambassadeur, apparemment, les gens disent que cette coalition, c'est vous les gagnants. Vous avez presque tous les ministères importants de la nation, du moins que vous êtes dans la coalition. Vous pouvez aussi laisser cela aux gens du Cash. D'abord, je voudrais dire que cette coalition a un sous-bassement. C'est la Constitution et la volonté des deux autorités morales, le président Tshisekedi et le président Kabila, de travailler ensemble, d'œuvrer la main dans la main pour le développement de notre pays. Et donc, toutes ces observations, j'allais dire, presque indues, sur le déroulement des négociations ne savent rien. Parce que ce sont des négociations entre Cash et FCC. Mais qui concerne la nation. Bien sûr. Ça concerne la nation. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Mais la responsabilité de la répartition, la responsabilité de la gérance du pays, c'est le FCC et Cash. Si vous avez un autre point de vue, soit vous le faites valoir au Parlement, au Sénat, soit vous attendez votre tour quand vous serez président. Mais il ne faut pas faire perdre au peuple congolais l'État, disons, les avancées démocratiques si propices au développement du pays par des discussions byzantines. Le FCC Cash ne sera pas jugé en fonction de ce qu'il n'a pas fait. C'est d'abord en fonction de ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous n'avons même pas encore commencé ce pourquoi nous nous sommes réunis. Alors, vigilance. Je sais par ailleurs qu'une partie de la classe politique, appuyée par la communauté internationale, voudrait casser cette coalition afin de nous amener dans un schéma de dialogue sous la supervision de la communauté internationale, période de transition, etc. Vous pensez qu'il y a une ingérence? Mais je vous dis, et ce n'est pas un secret. Des princes de l'Église ont dit, il faut que ceci soit cassé. Des hommes politiques congolais ont dit, il faut que ceci soit cassé. Des membres éminents de la communauté internationale ont dit. Mais heureusement que notre volonté est intacte. Et nous savons que pour réussir à développer ce pays, nous devons être capables de résister aux pressions inconsidérées de la communauté internationale et même de la 5e colonne. Monsieur Noël Tchani, vous ne semblez pas donner la chance à cette coalition. Je n'ai pas dit que je ne donne pas la chance à la coalition. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faudrait que la communauté internationale vienne dicter aux Congolais ce qu'ils doivent faire. Mais je souhaiterais aussi souligner la nécessité de ce que j'appelle la cohésion nationale. Aucun pays du monde ne peut se développer lorsqu'il y a une portion de la population, une petite portion qui va en avant et une grande portion qui va en arrière. Quand on met ensemble le FCC Cash, rien que par le nombre de ceux qui avaient voté, je peux dire que la grande majorité des Congolais ne sont pas concernés par ça. Je souhaiterais qu'on puisse réaliser la cohésion nationale. Maintenant, quel est le mécanisme pour arriver à réaliser cette cohésion nationale? Moi, je souhaiterais que le président Félix ou l'ancien président, quand il se concerte pour arriver à constituer le gouvernement, qu'on ne puisse pas se limiter simplement au FCC et au Cash. Il y a la société civile.
dont il faut tenir compte. Il y a des indépendants dont il faut tenir compte. Et il faut même regarder dans ceux qui ne sont pas d'accord avec le président de la République, voir s'il y a des gens qui voudraient adhérer à cette vision-là, pour qu'ensemble, on puisse constituer un bloc qui puisse défendre les intérêts du Congo, du peuple congolais, dans l'intérêt de tous et développer ce pays, pour que nous soyons différents donc, de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Ça, c'est le point de départ. Pardon. Maintenant, nous devons aussi chercher à faire en sorte qu'on ne puisse pas minimiser le rôle du président de la République. Je vous donne un exemple, monsieur l'ambassadeur. Je suis choqué qu'une ministre FCC, la ministre du portefeuille, refuse de mettre en œuvre les ordonnances signées par le chef de l'État qui disent quoi? La présente ordonnance entre en vigueur à la date de signature. De quel droit cette ministre-là refuse d'exécuter ces ordonnances-là? Et pourquoi le FCC ne l'a pas interpellé pour lui dire il faut exécuter ces ordonnances? Ce qui m'inquiète le plus maintenant dans la coalition FCC-Cash, où on a 42 ministres sur 65 qui viennent du FCC. Qu'est-ce qui arriverait à ce pays si tous les ministres coalisent pour refuser de mettre en œuvre les décisions prises par le chef de l'État, à l'image donc de cette dame ministre du portefeuille? En quelque sorte, le pays sera paralysé, sera bloqué. Et c'est pour cela que je voudrais que nous soyons sincères dans les discussions entre ces deux familles politiques. Monsieur l'ambassadeur André Aléa Toundou, la même question, mais je la pose autrement. Qui est l'autorité morale de FCC et Cash? Si c'est le président Félix Tshisekedi, et pourquoi la dame la ministre peut refuser les récentes ordonnances signées par le chef de l'État? Est-ce qu'il y a déjà un problème? Comme disaient les anciens, des vins de malheur. Des vins de malheur, vous l'êtes. Moi, je ne suis pas. Parce que tout ce que vous dites là, c'est comme si le FCC a imposé. C'est comme si le Cash n'a pas négocié. C'est comme si le Cash n'a pas la perception politique des réalités constitutionnelles. L'autorité morale de l'FCC Cash, on n'a pas répondu à cette question d'abord. Je vous dis ceci. Okay. Que la répartition, la clé de répartition a été faite de commun accord. La distribution du ministère, c'est de commun accord. Et demain, les animateurs, c'est de commun accord. Si d'aventure, eh bien, vous êtes choisi ministre et que le président Tshisekedi dit non, vous ne serez pas ministre. Si l'autorité morale du FCC dit non, pas celui-là, vous ne le serez pas. Donc, ce n'est pas un mouvement mécanique qui échappe à la volonté. Mais pourquoi vous n'avez pas sanctionné la ministre? Laissez-moi d'abord. Voilà, répondez à la question. Vous semblez oublier cette question. C'est pas à moi de sanctionner le ministre. Non, non, la ministre a refusé parce que c'est la ministre des portefeuilles. Elle est censée obéir les ordonnances du chef de l'État, mais vous, le FCC, votre autorité morale ne l'a pas interpellé. Jusque-là, les ordonnances souffrent. Apparemment, l'autorité morale du FCC, c'est lui qui dirige les pays. On ne comprend pas. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Qui est l'autorité morale de l'FCC Cash? Vous n'avez pas répondu. C'est faute de temps. N'est-ce pas? Mais je vais vous répondre. Le FCC Cash a deux autorités morales, au rôle bien défini. Tout ce qui concerne le FCC, le dernier recours, c'est le président Kabila. Tout ce qui concerne les Cash, le dernier recours, c'est le président Tshisekedi. Tout ce qui concerne le FCC Cash, le dernier recours, c'est Tshisekedi et Kabila. Il n'y a pas de mystère. L'essentiel, c'est que le pays fonctionne, le pays soit gouverné, et les réalités tenues en compte par ceux qui ont conçu ce mécanisme pragmatique de la gestion du pays, par deux forces hier antagonistes, mais aujourd'hui décidées à aller de l'avant ensemble. Mais c'est un mécanisme appréciable et pertinent. Mais aux États-Unis, il y a un président. En Angleterre, il y a une règle. Vous allez comparer les deux? Non. Je prends note de cette dualité. Ici, chez nous, cette dualité fonctionne. Et il y a des mécanismes pour prévenir le conflit. Parce que qu'est-ce que c'est en réalité la coalition FCC Cash?
c'est une alliance stratégique. Et une alliance stratégique a deux éléments fondamentaux. C'est le dialogue permanent. C'est le dialogue permanent. Il faut que quand il y a un problème, les deux se concertent, mais qu'est-ce qu'il y a? Et ensuite, il ne faut pas perdre de vue l'objectif pour lequel vous vous êtes mis ensemble. C'est de travailler pour le développement du pays, pour l'épanouissement du peuple congolais, pour la souveraineté de l'État, pour la sécurité. Monsieur l'ambassadeur, je repasse la parole du côté de monsieur Noël Tchani, mais répondez à cette question. Question directe, réponse aussi directe, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, si aujourd'hui, vos ministres du FCC, le président de la République donne l'ordre, refuse d'obtempérer, qui sanctionne? C'est l'autorité morale du FCC ou c'est le président? Parce que la ministre n'a pas obéi. Qui dirige le pays? C'est le président, mais la ministre est encore là. Qui dirige le pays? C'est le président Félix, mais la ministre n'a pas obéi. Si, en toute hypothèse, tel est le cas, et si le président Tshisekedi a privilégié une chose beaucoup plus importante que cette décision du ministre, c'est lui qui est responsable. Vous avez dit le mot qu'il faut. Je voudrais que les téléspectateurs comprennent une chose, c'est que dans cette dualité entre le FCC et le CACH, dans cette cohabitation entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, il y a son partenaire, oui. Prédécesseur. Là, ils sont partenaires. Mais ça l'a tout nous laisser lui évoluer. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que l'un d'eux rende compte à la nation. Un de deux va être comptable devant la nation. Non, une seule personne. Non, laissez-moi finir d'abord. Une seule personne. Laissez-moi d'abord finir. Voilà, vous êtes protégé par moi. À la fin de l'année, il y aura quelqu'un qui va prononcer le discours sur l'état de la nation, oui, qui va rendre compte au peuple congolais de si on a fait des progrès ou on n'a pas fait des progrès et pourquoi on n'a pas fait des progrès. Cette personne-là s'appelle président Félix-Antoine Tshisekedi. Absolument. Il faut lui laisser donc la liberté de prendre toutes les initiatives qu'il faut. Selon vous, il n'a pas la liberté? Mais il est président. Oui, mais on est en train de nous entraîner ici dans une dualité où il ne peut rien faire donc sans pouvoir consulter l'autre camp. Je voudrais donc qu'il puisse avoir la liberté. Notamment, par exemple, quand une ministre refuse d'exécuter donc ses ordres, ses ordonnances. À mon avis, elle doit être révoquée immédiatement. Maintenant, il faut aussi que le FCC fasse comprendre donc à ces ministres qu'on va envoyer dans le gouvernement que leur patron, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Il n'est pas question, par exemple, qu'un ministre FCC vienne là-bas, qu'il ne prenne pas des actions qu'il faut et que le président Félix-Antoine Tshisekedi ne soit pas en mesure de le corriger. S'il faut le corriger, le révoquer, il doit le faire, sans nécessairement repartir donc chez Joseph Kabila pour lui demander donc son avis. Vous prenez la responsabilité. Monsieur Alatundu, avant de répondre à ma question, l'actuel Premier ministre a posé 10 critères pour être ministre. Parmi les 10 critères, est-ce que quand il demande 3 noms par chaque poste, il dit que celui qui était condamné ne peut pas avoir le poste, mais nous avons quand même les Franck Biongo, les personnalités politiques qui étaient condamnées à votre temps, mais aujourd'hui, ils peuvent quand même venir dans les affaires. Est-ce que ce n'est pas un moyen de les écarter déjà? Non. Un critérium est un moyen de sélection. Et une sélection, c'est un ostracisme positif en faveur de ceux qui remplissent toutes les conditions pour servir tel objectif. Donc, si on prend les 65 ministres, pensez-vous que ce sont les seuls qui sont capables d'être ministres? Non. Je le répète, nous ne sommes pas réunis pour les postes, pour nous partager les postes. C'est pour travailler ensemble pour le développement de notre pays, sous la responsabilité constitutionnelle du président Tshisekedi. Et quand le président Kabila reçoit le gouverneur, il leur dit, eh bien, je vous encourage à accompagner le président Tshisekedi. Il y a des saintes voix qui crient, ah mais vous voyez, il veut donner des ordres à qui? Non. Je pense qu'il faut garder un esprit positif. Tout ce que vous dites, je crois que les négociateurs ont eu à affronter
des handicaps ou même des écueils beaucoup plus difficiles que ce que vous et moi, qui ne sont pas des négociateurs, pouvons évoquer. Et si, en dernière analyse, on est arrivé à cette clé de répartition, parce que n'oublions pas que d'après la Constitution, nous avons une majorité absolue qui nous donne le droit de cohabiter plutôt que de coaliser. Mais une majorité contestée par l'ancienne opposition, parce que vous l'avez de la manière que tout le monde peut... Ça, ce sont des présomptions hautement réfragables, eh bien, qui relèvent beaucoup plus des frustrations des personnes ayant échoué, plutôt que des gens animés de la volonté de mener la nation et le peuple à l'avant. Merci. Président Noël Tcheni, est-ce que pensez-vous que les négociateurs du cash ont mal négocié? Parce que selon les quotas, avec 50 députés, ils pouvaient avoir au moins 6 postes de ministère, mais ils sont quand même à 23. Les FCC a la bonne foi de laisser quand même à ses compagnons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la répartition entre les deux formations politiques devait être beaucoup plus équitable que ce que nous avons aujourd'hui. Et en plus de cela aussi, en plus de ces deux formations politiques, si tout le monde avait l'intérêt du peuple congolais à cœur et pas simplement l'esprit de partage donc du gâteau, on devait réserver aussi certains postes dans ce gouvernement aux indépendants, à la société civile, pour qu'on puisse amener tout le monde. Mais les tickets, c'est le FCC et cash. Il faut être, soit vous êtes du cash, soit vous êtes dans les FCC pour être dans ces gouvernements. Je vous ai dit qu'ils disent eux-mêmes qu'ils veulent réaliser la cohésion nationale. Nous devons tous nous mettre ensemble pour développer le Congo au profit de tous. On ne fait pas cela en se réservant tous les postes et en excluant la grande majorité. C'est la dictature, c'est congolaise. C'est la dictature. Je ne veux pas appeler cela dictature ou quoi, mais je constate simplement que c'est ça qui est en train d'être fait. Et si cela est fait, aussitôt qu'on annonce la composition du gouvernement, vous allez voir ce qui va arriver. Il y aura tout plein de gens encore qui vont commencer à protester. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été inclus. Les groupements politiques ne seront pas inclus. Par conséquent, moi je voudrais pour une fois qu'on puisse créer les conditions de paix et de sécurité durable, du développement économique et social durable, qui puisse profiter de façon longue, de façon indéterminée, illimitée au peuple congolais. On ne va pas y arriver si on prend tout et on exclut la grande majorité de la population. J'invite encore, parce que vous avez parlé donc de la dualité, le président Félix-Antoine Tshisekedi, parce que c'est lui le numéro 1 de cette coalition, et aussi son coéquipier, le président Joseph Kabila, de pouvoir ouvrir les portes pour que tout le monde soit inclus. L'exclusion ne va pas nous avancer, ça ne va nous amener. Merci, président Noël Tcheni. Votre mot de la fin, l'ambassadeur André Aléa Tundou. Eh bien, ce qui va garantir au peuple congolais une paix éternelle, c'est la bonne foi des acteurs politiques. Il ne faut pas qu'on revête le costume de démocrate pour avoir une position que les élections ne vous ont pas donnée. Il faut savoir tirer les conséquences. Je vous ai dit, la Constitution dit, celui qui a ça, il a tout. Mais celui qui a tout, il dit, bon, le président de la République a des prérogatives constitutionnelles. Si je veux que ma majorité fonctionne, il faut que je m'entende avec lui. Le président de la République se rend compte que si je veux que mon mandat se passe tranquillement et de façon efficace, il faut que je m'entende avec la majorité. D'où cette coalition FCC-Cash qui n'arrange pas ceux qui voudraient chaque fois se retrouver autour des négociations. Eh bien, la société civile, les indépendants, ils savent que pour participer à ce gouvernement, il faut être de la coalition. Et pour aider le pays, il n'est pas nécessaire d'être ministre du gouvernement. Et même si ces indépendants étaient inclus et la société civile, qui? Vous voyez, je répète la parole de Monseigneur Kombo, il faut éviter le piège du perfectionnisme. Notre volonté aujourd'hui de nationalistes et de patriotes suffisent à nous garantir, n'est-ce pas, la souveraineté de notre pays, le développement de notre pays, la cohésion nationale également. Merci. Président Noël Tcheni, votre mot de la fin, mais avec cette question, quand le Monseigneur Fridolin Mbongo dit au nouveau chef de l'État, il doit faire confiance à ses anciens amis de l'opposition, travailler avec eux, pensez-vous que c'est un conseil meilleur pour que le chef de l'État puisse relever les défis?
Je pense que ce conseil cadre bien avec ce que j'appelle la cohésion nationale. Donc on doit regrouper tout le monde. Au lieu de diviser, nous devons rassembler tout le monde. Donc, à son point de vue, va dans le même sens que ce que moi je prends aussi. Je voudrais aussi souligner une chose, c'est que pour que nous puissions aller de l'avant, il faut que le Congo puisse avoir la paix et la sécurité. Et il faut que les Congolais se réconcilient avec eux-mêmes. La réconciliation nationale, elle est très importante. Donc, si on a toujours l'habitude de penser que quand on est au pouvoir, on prend tout et on tue les autres, on ne va jamais avancer. Mais le plus important ici que je voudrais souligner, c'est ceci. C'est que la situation de notre pays aujourd'hui montre que dans le passé, la gouvernance ne nous a pas amené au développement souhaité. On ne peut pas reprendre les mêmes, les mauvais gestionnaires d'hier, les remettre en poste et recommencer à zéro. Et le mélange entre l'ancien et le nouveau, lorsque l'ancien a été mauvais, ça ne peut pas nous donner ce que nous souhaitons pour pouvoir diriger le Congo dans l'intérêt de tous. Je veux qu'on donne la liberté au président de la République, qu'il ait cette liberté d'action, qu'il choisisse qui il veut, bien sûr dans ses consultations. Il peut se concerter avec son prédécesseur. Merci. Et à la fin de la journée, il va rendre compte à la nation et il faut qu'il ait cette liberté-là de mener le Congo dans l'intérêt. Merci, président Noël Tchani. Je rappelle que vous êtes l'ancien candidat président de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Vous ne m'avez pas donné l'occasion de parler du plan Marshall. Nous allons en parler prochainement. RDC, parce que j'aurais bien souhaité avoir la réaction de l'ambassadeur Atundu, que je respecte beaucoup. Nous allons en parler prochainement. Merci aussi l'ambassadeur André Alain Atundu. Je rappelle que vous êtes cadre du FCC. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Je ne voudrais pas discuter sur le plan Marshall, mais sur le plan Tchani. Voilà. Merci sur le plan Tchani. Merci. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Merci à notre AG Papa du Kondi pour la confiance. Merci à notre directeur de programme Bradley Dika, Sarsot Kavassala. Merci et restez fidèles à nos programmes. Au revoir.